41, c'est l'heure du choix de France Info. C'était il y a 10 ans, cette triple catastrophe qui frappait le Japon, un séisme de magnitude 9, un tsunami et un accident nucléaire à Fukushima. Un traumatisme qui a fait réfléchir au-delà des frontières japonaises. Alors depuis cet événement, l'évaluation des risques nucléaires en France a-t-elle évolué et la sûreté a-t-elle été renforcée? On va faire le point avec Majid Kiat. Fukushima, c'est le scénario catastrophe tant redouté. Un séisme puis un tsunami neutralisent tous les dispositifs de sécurité de la centrale nucléaire. Suivent l'explosion de l'enceinte de confinement et des rejets radioactifs. La vague du raz-de-marée de Fukushima, c'est elle qui a conduit à l'indisponibilité de toutes les sources électriques et les sources de refroidissement. Donc aujourd'hui, il est demandé à EDF de mettre en place sur ces centrales des dispositions qui permettraient d'assurer le refroidissement des réacteurs, y compris avec des aléas naturels bien supérieurs à ceux qui ont été considérés jusqu'à présent pour protéger les centrales. Cette disposition, c'est le diesel d'ultime secours, des groupes électrogènes hors normes, dans des bâtiments en béton de 25 mètres de haut. Ils peuvent alimenter un réacteur pendant 3 jours et assurer sa sûreté en cas de défaillance. Autre nouveauté après Fukushima, la création d'une force d'action rapide du nucléaire, un commando de 300 personnes en alerte permanente. Elles peuvent être projetées sur site dans les 24 premières heures suivant un accident et venir connecter des matériels pour réalimenter en eau et en électricité l'installation accidentée. Il faut anticiper tous les scénarios, mais pour certaines associations, ce n'est pas suffisant. Toutes ces améliorations de sûreté risquent d'être mises en œuvre avec énormément de retard. C'est déjà le cas sur les diesels d'ultime secours. Et la deuxième chose, c'est que c'est bien joli d'apporter des améliorations de sûreté. Encore faudrait-il que les réacteurs soient conformes à ce qu'ils sont censés être. Or, là-dessus, même l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le reconnaît. Eh bien, on n'en finit pas de détecter des non-conformités, des problèmes de non-tenue au séisme. Des problèmes de maintenance comme à la centrale de Gravelines dans le Pas-de-Calais. 10 ans après, la filière française a retenu les leçons de Fukushima. L'autorité de sûreté nucléaire a demandé une réévaluation des risques pour prolonger de 10 années supplémentaires l'exploitation des plus vieux réacteurs français. Avec nous pour aller plus loin sur ce plateau, notre invité Valérie Faudon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de la SFEN, c'est la Société française d'énergie nucléaire. Et avec nous par visioconférence, Bruno Charedon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en physique nucléaire et vous êtes également le directeur du laboratoire de la CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. D'abord, une question pour vous, Valérie Faudon. Depuis Fukushima, on l'a bien vu dans ce reportage de Majid Kiat, qu'EDF a donc dû revoir tous ces systèmes de refroidissement des réacteurs. Est-ce que tous les réacteurs en France sont désormais équipés? Oui, alors il y a eu une doctrine, enfin des objectifs de sûreté qui ont été fixés par l'autorité de sûreté nucléaire, avec pour objectif de pouvoir se protéger contre des événements naturels extraordinaires. On l'a vu, un tremblement de terre extraordinaire, une inondation, un grand froid ou un grand chaud. Voilà. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place sur les centrales nucléaires, de protection, par exemple des sites où la digue a été renforcée. On l'a vu dans le reportage des diesels d'ultime secours. Et aussi, ça c'est important, une force d'action rapide du nucléaire. Parce que pendant l'accident de Fukushima, on a vu qu'il n'y a personne qui pouvait venir sur le site, apporter des moyens supplémentaires pour gérer l'accident. Donc tout n'a pas encore été fait, mais sur les objectifs qu'on s'était fixés à 10 ans, ce qu'a dit le président de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est que c'était satisfaisant là où on en était aujourd'hui. Il a bien répété qu'un accident nucléaire pouvait toujours arriver, donc il faut être absolument vigilant. Et il est dans son rôle, puisque c'est son rôle d'être obsédé par la sûreté nucléaire et d'en demander toujours plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette question de la force d'intervention rapide, si on peut dire, si là tout de suite, il y a un drame qui se passe sur un point de nucléaire français, n'importe où en France, absolument, des personnes vont immédiatement pouvoir s'y rendre. Avec des équipements, des équipements supplémentaires pour apporter soit des moyens électriques, soit des moyens de gestion de l'eau pour justement renforcer la gestion de l'accident. C'est une sorte de force spéciale d'intervention. Absolument. Ils sont combien ? Alors ça, je ne suis pas une experte là-dessus, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, ils sont dimensionnés pour pouvoir intervenir rapidement sur l'ensemble des installations. Ce sont des gens, évidemment, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé sur des sites nucléaires. Bruno Charedon, on l'a bien vu depuis Fukushima, EDF qui a décidé donc de revoir ses systèmes de refroidissement avec ce fameux système diesel. C'est un système supplémentaire qui se rajoute au système qui était là déjà. Qui a seulement 3 jours d'autonomie, me semble-t-il, Bruno Charedon. C'est suffisant, ça, justement, en cas de catastrophe, comme ce qu'on a pu voir à Fukushima, où on a envoyé des robots à la place des hommes, finalement, au départ, pour intervenir?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que personne n'est prêt à faire face à certains types de catastrophes. Par exemple, les centrales nucléaires françaises ne sont pas conçues pour résister à la chute volontaire d'un avion de ligne sur le dôme d'un réacteur nucléaire ou sur les piscines qui contiennent les combustibles usés, qui sont accolés au bâtiment, qui sont accolés au cœur de la centrale, mais qui ne sont pas bunkérisés. Or, dans ces piscines, par exemple, il y a le combustible irradié qui est une matière hautement radioactive, extrêmement dangereuse. Et s'il y avait un acte terroriste, la matière radioactive serait pulvérisée dans l'atmosphère et conduirait à des rejets absolument catastrophiques. Là, personne, EDF en tout cas, en France, n'est pas prêt à affronter ce type de catastrophe. Donc, qu'il y ait eu des progrès depuis 10 ans, c'est indéniable, et heureusement qu'il y a des progrès. Mais ces progrès ne doivent pas masquer non plus une réalité de fond, c'est que les inspections faites ces dernières années ont révélé toute une série, ça a été dit dans le reportage, de dysfonctionnements dans nos centrales, d'erreurs de conception, d'erreurs d'installation d'équipements, de mauvaise maintenance, qui font que même avant Fukushima, déjà, les systèmes qui existaient pour nous protéger n'étaient pas opérationnels sur nombre de centrales. Et il y a eu quelques progrès, mais ça ne suffit pas à compenser toutes les difficultés auxquelles fait face l'industrie nucléaire française, que ce soit le vieillissement des installations, que ce soit la perte de compétences des personnels. Alors, je voudrais répondre parce qu'il y a beaucoup de choses là. Oui, allez-y Valérie. D'accord. Je voudrais revenir sur les piscines, qui est un sujet qu'on connaît particulièrement bien, puisqu'on avait des piscines à Fukushima, dont une piscine qui était pleine. On sait que sur les piscines, d'abord le problème ne vient pas du haut, mais vient plutôt de la solidité de la piscine, pour contenir. Ça peut être deux. En l'occurrence, on n'est jamais à l'abri d'une attaque terroriste. Et oui, mais si une attaque terroriste, elle vient par-dessus. Enfin, on a vraiment des murs d'enceinte dans les piscines, les parois des piscines qui sont extrêmement épais. Et sur les piscines, c'est typiquement un endroit où on a plusieurs jours pour intervenir. Voilà. Donc, puisqu'on n'est pas au cœur du réacteur, on n'a pas un réacteur qui vient justement de s'arrêter. On a des combustibles qui ont déjà été déchargés depuis. Vous entendez les trous dans la raquette dont parle M. Charéron ? Alors, je ne suis pas d'accord. Je voudrais préciser quelque chose qui est important pour comprendre comment se passe la sûreté en France. C'est que c'est une industrie qui est extrêmement régulée, et une des règles auxquelles elle est soumise, c'est qu'à chaque fois qu'elle identifie un défaut, même un tout petit défaut, elle le déclare à l'autorité de sûreté. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme un programme qualité. Quand vous avez un programme qualité dans une entreprise, le rôle du programme qualité, c'est d'identifier tous les petits, ce qu'on appelle des signaux faibles, pour pouvoir les analyser et les régler avant qu'il y ait un signal fort. Donc, si l'industrie nucléaire déclare beaucoup, c'est pas qu'elle a plus de problèmes que les autres, elle a plutôt moins que les autres, mais elle déclare. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les voit. On discute de ces sujets. C'est une obligation qu'elle a de transparence et de déclaration. Bon. Mais je voudrais rappeler quand même que ça, c'est extrêmement important, que l'autorité de sûreté nucléaire, si elle juge qu'une installation n'est pas conforme et pose un danger pour la population, elle a l'autorité de l'arrêter du jour au lendemain. Quand il y a eu des travaux, je vous parlais de cette digue qui a été renforcée sur la centrale du Tricastin, elle a demandé à EDF d'arrêter les 4 réacteurs tant que les travaux ne seraient pas faits. Donc elle le fait. Et elle le démontre couramment. Bruno Charéron, quand on voit justement les mesures de sécurité, les protocoles qui sont en vigueur, on peut être rassuré. Alors, je ne sais pas si on peut être rassuré. Nous, en tout cas, à la CREAD, on n'est absolument pas rassurés quand on voit toute une série de réalités. Réalité, par exemple, de la falsification des documents qualité qui décrivaient la qualité ou la non-qualité de pièces fabriquées à l'usine du Creusot et qui sont vitales pour la sûreté de nos centrales. L'industriel qui a fabriqué ces pièces a menti. Et l'autorité de sûreté nucléaire a reconnu que ça, c'était quelque chose de particulièrement grave, puisqu'en France, l'autorité de sûreté nucléaire a tendance quand même à faire confiance à l'industriel. Mais ça, c'est la faute à qui, À partir du moment où on s'aperçoit... Monsieur Charéron. À partir du moment... Oui. Allez-y, pardon. À partir du moment où on s'aperçoit que des industriels du nucléaire sont prêts à mentir sur la qualité des pièces, sur la sûreté du coup, des pièces qu'ils fabriquent, ça remet en question complètement la façon dont est organisé en France le contrôle de la sûreté des installations. Alors, ça veut dire que l'autorité les industriels qui ont déclaré ces problèmes sur ces dossiers-là, que depuis ça a été réglé, et que c'est les industriels qui l'ont déclaré.
C'est pas passé comme ça. Oui. Vous savez très bien qu'en fait, il y a eu des éléments qui ont été découverts lors d'inspections et il a fallu des années pour s'apercevoir que le scandale était beaucoup plus profond que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que les falsifications avaient duré pendant des années. Vous savez très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Et il faut absolument renforcer les capacités d'inspection de l'autorité de sûreté nucléaire, ça c'est clair. L'autorité de sûreté nucléaire n'a pas assez de personnel pour aller vraiment inspecter en profondeur les centrales nucléaires françaises. Merci. On a bien compris, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir été avec nous sur France Info.